Et donc, pour la dernière question de cette session, on va accueillir Rose Ngekeng de l'association Ikambéré qui va nous parler des personnes migrantes. Merci beaucoup. Alors, par ma bouche, Ikambéré dit merci aux organisateurs de cette journée de nous avoir invités. Alors, c'est par où? Ah oui, c'est bon. Alors, on a demandé à Ikambéré de parler de quelle représentation spécifique à prendre en compte quand on parle de cancer. Oula. Ah ouais? C'est bon. Alors, j'ai échangé avec des femmes et on a reparti les représentations en 3 petites catégories. Concernant tous les cancers, quand on parle de du cancer, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la mort à petit feu et l'incurabilité. Ça ne se guérit pas. Et la déchéance physique, les souffrances et les pensées magico-religieuses. Tout à l'heure, on a dit de tenir compte de la culture quand elle est en face de vous, quand il est en face de vous. Pour certains, le cancer, c'est un sort qu'on lui a lancé. Le cancer, ça peut être de la sorcellerie. Donc, tenir compte de tous ces paramètres-là. Et comme Ikambéré accompagne les femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne infectées par le VIH, on s'est plus attardé sur le cas du cancer du col de l'utérus. Déjà, la peur du dépistage. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'intimité. C'est un virus qu'on attrape en ayant des rapports sexuels. Et ça entraîne quoi? La honte. Donc, parfois, vous allez voir ces dernières arriver à l'hôpital avec un cancer du col de l'utérus vraiment très, très avancé. Et ça touche son intimité. Donc, quand vous êtes en face du migrant ou de la migrante, sachez que tout ce qui touche cette partie du corps, il faut aborder avec beaucoup de tact et de diplomatie. Et l'hystérectomie, vous savez, chez nous, une femme a de la valeur, on la respecte dans la société quand elle a un enfant ou des enfants. Déjà, avec cette représentation, avec le cancer, on risque d'enlever mon utérus et je ne porterai plus des enfants. C'est la raison pour laquelle elle traîne, elle va chez le marabout, elle va chez le tradipraticien et les choses sont en train de se compliquer, de s'empirer. Et le troisième, c'est le cancer du sein. La peur de perdre son intégrité physique, l'ablation. Et ça touche sa féminité et ça touche sa sexualité. Et elle perd du temps. Elle perd du temps, parfois elle arrive en consultation avec un sein déjà qui atteint une certaine proportion qu'on ne sait plus quoi faire. Donc quand vous êtes avec ces femmes, il faut tenir compte de ça. Et malgré, maintenant je parle maintenant au regard croisé, malgré les avancées médicales et scientifiques, on le sait aujourd'hui, la personne qui vit avec le VIH, qui prend bien son traitement, un bon suivi médical, son espérance de vie est pareille que l'espérance de vie de la population générale. Mais vous deviez comprendre que les personnes migrantes sortent des sociétés et dans lesquelles il y a ce qu'on appelle des représentations reçues. Quand elles grandissaient, voilà ce qu'on lui a dit du cancer, du VIH. Et du VIH, c'est-à-dire quoi? Une femme infectée par le VIH, c'est une femme de mauvaise vie. Elle l'a intégré. Donc, elle a cela en elle. C'est celle qui est dans le multipartenariat. Elle a beaucoup de partenaires sexuels. Et c'est une femme qui ne se respecte pas, c'est-à-dire elle se donne à tout le monde. Voilà le côté de la représentation reçue. Et maintenant, quand elle est infectée, cette représentation, ça devient maintenant vécu. Et quel est l'impact que cela a en elle? C'est la mort sociale et physique. Ça, quel que soit ce que vous allez dire aujourd'hui, la femme migrante, originaire d'Afrique subsaharienne ou un migrant, le VIH toujours pour elle, c'est la mort physique et c'est la mort sociale. Pourquoi? C'est la maladie de la honte. Parce qu'en amont, avec la représentation reçue, c'est une femme de mauvaise vie. Donc elle se culpabilise. Elle se dit, si j'avais pris des dispositions, je ne me retrouverais pas
infectés par le VIH. Et la stigmatisation par les autres, parce que la plupart du temps, avec la représentation reçue, ce sont des personnes qu'on doit stigmatiser. Et quand on te stigmatise, ça crée en toi l'autostigmatisation. Tu crées encore une bulle dans laquelle tu rentres et ça te crée davantage des problèmes. La rupture sociale, tu te retrouves seul. Et il y a aussi l'absence de projets d'avenir. Elle se dit, c'est bon, on vit quand même avec. Hein. On vit avec. Et puis, parfois, elle ne se projette pas. C'est un projet à moyen et à long terme. Ce n'est plus son problème. Elle vit. Elle sait qu'un jour, c'est bon, je vais partir. Et la perte de l'image de soi à cause des représentations reçues. Parfois, elle se néglige. Elle ne prend plus vraiment bien soin d'elle. Alors, le point de convergence des deux, que ce soit le cancer ou le VIH, le point de convergence est la mort sociale et la mort physique. Merci de votre attention. Bon. Concernant le groupe, je pense que la réponse, je vais l'apporter à la table ronde. Parce qu'on ne doit pas... Qu'est-ce qu'on apporte à ces personnes? On ne doit pas les laisser dans leur représentation. Il faudrait qu'on mette en place des leviers pour pouvoir les amener à déconstruire ces représentations et de prendre leur vie en main. Donc, à la table ronde, je vais répondre à cette question. Je vais me permettre d'apporter un complément, Rose, si tu me l'autorises. Vous avez complètement raison. Je me surprends toujours, et moi qui suis universitaire, j'en ai certainement une responsabilité. On n'apprend pas les bases anthropologiques de la maladie dans les universités, dans les facs de médecine. Or, ce que vous dites là, c'est complètement universel. Ça a un nom, ça s'appelle la double causalité, qui explique que toute maladie a deux causes. Alors, je vous la fais très bref, je ne sais pas si j'ai droit à 2 minutes, moi aussi, mais je vous la fais très brève. La causalité biomédicale, si je puis dire, qui est que la cause du VIH, c'est un virus. Et puis, il y a la causalité non biomédicale, qu'on appelle non naturelle, que vous pouvez appeler surnaturelle, si vous voulez, qui répond à la question du pourquoi moi, pourquoi maintenant. Et ça, c'est complètement universel. Tout le monde passe, entre guillemets, par là. Chez les migrants, c'est peut-être un petit peu plus prégnant parce que c'est plus attaché à des traditions, à des représentations qui sont plus ancrées. Et donc, c'est un bras de levier qu'on peut utiliser plus facilement avec les migrants qu'avec les non-migrants, mais c'est complètement universel. Et on devrait utiliser ces bras de levier, sauf que comme ce n'est pas enseigné, personne... Enfin, tout le monde le sent inconsciemment, mais personne n'arrive à le formaliser. Apporter un petit complément de la réponse aussi. On a fait en 2022 une étude sur l'autostigmatisation des patients affectés par le VIH. Il y a 40 centres, à peu près 700 patients qui ont été inclus. Et on ne trouve pas d'association entre le pays d'origine et l'autostigmatisation. Donc ce que vous dites, c'est vrai, pratiquement beaucoup de personnes s'autostigmatisent pour des raisons un petit peu différentes, le groupe, le côté... Voilà, mais le sexe et le pays d'origine ne sortent pas. Maraboutage. Et on s'est retrouvés, nous, des fois, face à des situations où elles font, par croyance, venir de leur pays des thérapies, souvent à base de plantes, qui peuvent être hyper destructrices. Ben oui. En tout cas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pilule bleue que les femmes s'injectent en intravaginal pour soi-disant soigner tous les problèmes gynécologiques qui brûlent, etc. Et en fait, on n'arrive pas à trouver de porte d'entrée pour leur faire comprendre que ça peut être délétère pour elles et comment les accompagner et déconstruire un peu ce... Déjà, face au public migrant, parler de la sexualité. Déjà, a priori, ce que nous devions faire, vous et moi, c'est de déconstruire nos propres représentations reçues et vécues. C'est le premier défi. Tant que tu ne déconstruis pas tes propres représentations, peut-être la caucasienne qui est là, la notion de propreté qu'on vous a enseignée concernant la partie intime, ce n'est pas la même notion de propreté qu'on a inculquée chez la migrante originaire d'Afrique subsaharienne. Il faut laver. Donc, pour que ce soit propre, il faut laver. Pour que ce soit propre, il faut introduire des corps étrangers dans le vagin pour des raisons multiples. Donc, pour parler de la sexualité
en face de ces femmes, il faudrait déjà, comme je viens de le dire, déconstruire tes propres représentations. Si elle vient te dire, j'ai introduit peut-être la naphtaline dans le vagin, ne sursaute pas, ne lui fais pas savoir. Et qui t'a dit, tu sais que le vagin est une partie du corps qui s'auto-nettoie tranquille. Ce que tu dois faire, c'est, mais et quand tu introduis pourquoi? Et quand tu l'introduis, pendant le rapport, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, toi-même, tu amènes la patiente à se retrouver devant la propre dangerosité. Tu ne dois pas être une conseillère. De deux, vous deviez avoir ce qu'on appelle le langage. Pour parler de la sexualité, il faut tenir compte du langage. Je m'adresse à qui? Pour celles, parce que nombreux sont parfois, n'ont pas été à l'école, elles sont analphabètes. On sait que c'est un frein pour l'information et la communication. Alors, pour parler, par exemple, de la flore vaginale, tu ne dois pas lui dire la flore vaginale, c'est parce que c'est. Tu peux utiliser l'image des gendarmes, des militaires qui sont là en train de protéger un territoire, et quand on détruit les militaires ou on détruit la force de protection, c'est-à-dire le territoire devient vulnérable. Vous leur expliquez comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'attitude. Comment tu te tiens devant elle? Peut-être elle vient en consultation et elle commence à vous parler de sa sexualité avec son partenaire et vous commencez à rigoler et elle te dit, ben, en le faisant, hier j'ai introduit des produits d'assèchement et toi qui étais en train de rigoler avec elle, te voilà, tu changes rapidement de elle va se dire, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, elle ne continue pas. Il y a la posture, c'est-à-dire il ne faut pas juger. Parce que quand elle est devant toi, elle est là avec un sac à dos invisible bien plein de toutes les représentations, de tout ce que la culture, la société lui a donné. Tenez compte de la temporalité, c'est-à-dire ça prend du temps. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et lui dire ne lave pas, n'introduis pas, et 3 mois après tu reviens, tu lui dis tu n'as pas lavé, elle va te dire je continue à laver. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois utiliser la dernière carte qui est la répétition, jusqu'à ce qu'elle laisse tomber, elle lâche et qu'elle comprenne que la pratique qu'elle est en train de faire, c'est une pratique à risque. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. OK. Une dernière bon, merci beaucoup pour l'intervention. Il y a quelque chose que j'apprécie énormément et ça peut être quelques pistes dans la compréhension d'un côté et de l'accompagnement. D'abord, la première, on va dire, représentation contre laquelle il faut se battre, c'est que même dire personne migrante, c'est un concept extrêmement compliqué et problématique. Parce que c'est pas pareil, une personne migrante de l'Afrique subsaharienne ou de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, l'Asie du Sud-Ouest. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Il y a un autre élément, c'est pas pareil, il y en a énormément de personnes migrantes avec des diplômes universitaires et personnes migrantes qui n'ont même pas allé à l'école. Et évidemment, l'accompagnement et la prise en charge est complètement différente. Donc là, j'aimerais insister, et je pense que tu as touché deux points qui sont essentiels, à nouveau, bien plus que la maladie. On fait face aussi à des concepts aussi complexes comme la honte, comme la peur, comme la famille, comme la famille, les enfants. Et à ce titre, vraiment, je pense que c'est essentiel, se faire accompagner par des médiateurs en santé culturelle, par des interprètes professionnels. Alors, en ce qui concerne l'interprétation, pour moi, il y a une façon assez claire de le dire. On ne se débrouille pas dans l'interprétation en santé. On n'appelle pas les collègues qui travaillent, j'en sais rien, dans l'hôpital des jours, parce qu'ils papotent un peu d'espagnol, ou ils se débrouillent pas mal avec l'anglais. On va les demander à la petite cousine qui vient avec On ne fait pas ça. Ça ne sert à absolument rien. Ça risque de compliquer plus les choses. Donc, dans ces cas-là, systématiquement, on fait appel à des médiateurs de santé compétentes, en termes culturels et en termes linguistiques. On fait appel à des interprètes professionnels qui sont formés dans le milieu de la santé, encore plus dans la santé sexuelle et la santé mentale. On ne se débrouille pas. Oui, je voulais juste intervenir. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, c'est bon.
Simplement, l'outil, évidemment, Réponse pour elle, fait par Ikambere, qui est un support à l'échange sur la santé sexuelle des femmes, et voilà, qui est d'exception. J'espère que je n'ai pas avancé sur la suite de l'intervention, mais voilà. Oui, Ikambere a conçu en 2020, pendant le confinement, un outil de sensibilisation, d'animation, des groupes de parole sur la santé sexuelle des femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne. Ce sont des cartes, avec des sketchs qui permettent à toute personne, à toute femme, que tu saches lire ou non, de participer à une animation. Et aujourd'hui, Ikambere fait la formation auprès du personnel médico-social sur l'utilisation de cet outil de prévention. OK, merci beaucoup.